le 9 février. On est donc 2 ans après le dimanche noir de l'acceptation de l'initiative contre l'immigration de masse. Et 2 ans après, malheureusement, la situation n'est encore de loin pas résolue. Et ça pourrait même s'aggraver puisqu'on va de nouveau devoir voter à la fin du mois sur une initiative très dangereuse pour nos relations avec l'Union européenne, à savoir l'initiative de mise en œuvre. Donc, le NOMES s'engage fortement contre cette initiative. Je vous encourage à voter non, parce que c'est nos relations avec l'Union européenne qui sont en danger, mais aussi nos valeurs fondamentales, les droits de l'homme et l'état de droit qui sont en danger avec cette initiative. Donc avec cette exposition, on aimerait aborder la thématique Suisse Union européenne et Suisse Europe sous un angle un peu nouveau, plus ludique, et amener les spectateurs à s'interroger différemment sur notre place au sein de l'Europe. Nous avons le plaisir d'avoir 8 caricaturistes avec 63 dessins différents qui participent donc à cette exposition, et ils sont originaires de Suisse romande, de Suisse alémanique et d'Allemagne. Donc, pour inaugurer cette exposition, on a le plaisir d'accueillir M. Casassus, qui est professeur en études européennes ici à l'Université de Fribourg. Donc, de nationalité franco-suisse, M. Casassus a vécu en Allemagne et en France, et il est spécialiste des relations franco-allemandes. Et en Suisse aussi. Ça va de ça. Et puis, à noter aussi que vous avez reçu l'an dernier le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà, donc après cette brève introduction, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une belle soirée. Ich bin als Europäer geboren und da ich als Europäer geboren bin, werde ich nach wie vor als Europäer agieren und auch als Europäer sterben. Und bevor ich auf Französisch weitermache, wollte ich nur sagen, es ist unheimlich einfach zurzeit, Anti-Europäer zu sein. Anti-Europäer zu sein ist Mode, ist in, hört sich gut an und gehört zum täglichen Jargon und weiter hinaus, als man denkt. Leute, die vor einigen Jahren Europäer gewesen sind, sind heute immer weniger Europäer geworden. Und das wäre meiner Meinung nach ein Thema, das wir weiter beackern sollten, nämlich das ist mit Sorgen verbunden. Es ist besorgniserregend, wie es einfach geworden ist, Anti-Europäer zu sein. Und das wollte ich nur auf Deutsch sagen, hätte ich auch auf Französisch sagen können. Mais si je passe en français, il y a une phrase qui n'est pas de moi, qui est connue, gouverner c'est prévoir. Eh bien j'ai l'impression que le 9 février c'est tout le contraire de la prévision. Et je vais commencer par une critique de fond contre moi-même. Parce que dans la semaine qui a précédé la votation du 9 février, j'avais totalement sous-estimé le 9 février. J'avais même fait une intervention que je trouve très malheureuse, à savoir de dire sur les ondes que même en cas d'échec, les choses se régleront. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait échec. Alors je me suis critiqué, mais dans un entretien privé que j'avais eu avec le futur président de NOMES de l'époque, ou l'un des deux futurs présidents de NOMES, en français, donc je ne dirais pas non, mais l'un avec lequel je parle allemand, l'autre le français, donc voilà. Dans un entretien privé, je lui avais dit, à la limite, il ne vaut-il pas mieux que le 9 février, tout s'écroule, pour que l'on soit en face devant un débris, un tas de débris, et que l'on puisse reconstruire. Mon avis, ce n'était pas totalement fausse. Nous avons actuellement ce tas de débris, mais on ne sait pas reconstruire. Et ce qui se passe aujourd'hui est incroyable dans le cas de la démocratie directe. Je sais que nous avons 3 ans en Suisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Alors tout le monde va dire, il y a eu cette négociation, il y a eu cette négociation-ci, il y a eu cette négociation-là. Mais moi je vais vous dire ce qui s'est passé en 2 ans. Rien. On n'est pas plus avancé, ou guère plus avancé, que le 10 février 2014 au matin. Je sais que j'exagère, mais un peu volontairement. Mais qui est aujourd'hui capable en Suisse de me donner la solution pour sortir de ce guépier dans lequel nous sommes mis ensemble? Personne. Personne. Il y
y a environ un an de cela, j'étais interviewé par Tsen Fortsen, en direct, et j'ai véritablement ressenti ce jour-là, pas parce que j'étais dans un studio de télévision, la difficulté d'expliquer la situation par rapport à la Suisse. C'était le jour où Simonetta Sommaruga, à l'époque président de la Confédération, a rendu visite à Jean-Claude Juncker. Et si vous faites aujourd'hui un micro-trottoir en Suisse, chacun vous dira « Ah, c'est le jour où Jean-Claude Juncker a donné une bise à Simonetta Sommaruga ». Je n'aurais rien contre de donner une bise à Simonetta Sommaruga, mais j'ai vu, moi, des femmes et des hommes politiques se faire la bise sans que j'en tire des conclusions qui sont au-delà de la réalité politique. Et quand on est aujourd'hui dans un débat politique en Suisse, que j'appelle un débat politique profondément médiocre, de s'arrêter à la bise qu'a donnée le président de la Commission à la présidente de la Confédération, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. À savoir que l'on est totalement dans l'immédiateté, qu'on est totalement dans le superficiel, et que l'on est incapable de réfléchir à la teneur du dossier et à la profondeur de ce dossier. Et lorsque je fus interviewé, je disais, en suisse allemand, parce qu'on est en suisse allemand en ce moment-là, mais je vais le dire en allemand, je dis, ja, die Karten für die Schweiz stehen nicht gut. Et la journaliste a répondu, schlechte Nachrichten also aus Brüssel, de mauvaises nouvelles de Bruxelles. Non, elle n'était pas mauvaise, ce n'était pas Bruxelles qui est en cause, c'est Berne qui est en cause. Et ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que depuis 2 ans, on est en train de faire un retournement de situation, où on essaie de le faire, à savoir de dire que dans la dialectique entre celui qui a fait une faute et celui qui a bien fait, c'est celui qui a bien fait qu'on rend coupable par rapport à celui qui a fait une faute. L'Union européenne, dans ce domaine-là, n'a aucune faute. Ce n'est pas l'Union européenne qui a exclu la Suisse, c'est la Suisse qui s'est exclue elle-même. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, lorsque l'Union européenne dit à la Suisse, mais respectez les traités que vous avez vous-même signés et ratifiés, l'Union européenne joue totalement son rôle. Et ce qui se passe depuis 2 ans, c'est une tentative plus ou moins réussie de dire que le fautif, c'est la Commission, alors que la Commission n'a rien fait de faux. Et ça, je crois que c'est un problème de fond, parce qu'on essaie toujours de rendre coupable celui qui ne l'est pas. Et nous sommes dans une discussion éternelle qui n'avance pas, parce qu'on n'a pas encore compris, ou parce qu'on ne veut pas comprendre, qu'il y a une relation très claire entre celui qui fait une faute et celui qui n'en fait pas. Il y a une inversion même des rôles, et cette inversion des rôles ne peut pas être acceptée dans l'état actuel. Je dirais même un peu plus loin. Tout ce débat s'accompagne avec un euroscepticisme, mais aussi avec une sorte de xénophobie latente, qui n'est pas seulement présente en Suisse, mais sur une chose extrêmement intéressante, pas de juge étranger. Parce que le juge, c'est Bruxelles, donc c'est le méchant. Tout ce qui est étranger, c'est méchant. Alors moi, je vais vous prendre, alors ça ne vaut pas grand-chose, ma comparaison, mais néanmoins, réfléchissez à ce que signifie dans une organisation internationale pas de juge étranger, ou dans un conflit international. La Suisse va jouer la Coupe d'Europe de football au mois de juin 2016. Dans un match de football, il y a un juge, c'est l'arbitre. Si je comprends bien, la Suisse voudrait jouer avec des arbitres suisses. Ça ne marche pas. Et toute la politique de la Suisse, c'est de mettre en exergue ses propres positions qui doivent être acceptées par l'autre. Sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas, jusqu'à la preuve du contraire, la Suisse qui va dicter les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Quand vous êtes membre d'une association, vous pouvez clairement demander une révision des statuts, vous pouvez demander certaines clauses particulières, mais quand vous n'êtes pas membre d'une association, vous ne pouvez pas. Je veux dire, si vous voulez rentrer dans un parti politique parce que vous n'êtes pas content avec le fonctionnement du parti politique, vous pouvez le faire, mais il faut au moins payer votre cotisation
pour pouvoir commencer à changer les règles. La Suisse, elle veut changer les règles sans entrer dans l'Union européenne. Une contradiction extraordinaire. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même extraordinaire. Le 15 avril 2015, la Suisse a accueilli le président de la République française, François Hollande. Et François Hollande a, dans la conférence de presse, évoqué le mot négociation. C'est exact. Mais dans le sens négociation de discussion. Et tout à coup, 30 minutes après la conférence de presse, je reçois un coup de fil du journaliste de la radio suisse allemande qui me dit, suisse allemand, Monsieur Casasius, il y a une nouvelle extraordinaire, François Hollande est prêt à prendre des négociations avec l'Union européenne pour négocier la libre circulation avec la Suisse. Je lui dis, je lui réponds en suisse allemand, je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et je lui dis, ça tombe bien, je suis dans un endroit où François Hollande reçoit 400 personnes, je fais partie de ces 400 personnes, et il va prendre la parole et rappelez-moi après pour savoir ce qu'il a dit. Alors il y a François Hollande devant ces 400 personnes qui prend la parole et qui dit, je pense comprendre un tout petit peu le français, qui dit la Suisse ne peut pas nous demander à nous, pays membres de l'Union européenne, d'ouvrir des négociations sur les principes fondamentaux que nous avons établis depuis 1957. C'est pas possible. Ah oui, vous pouvez demander à l'Élysée, vous verrez ce qu'il a dit ça. J'entends ça et je comprends très bien qu'il n'y a pas de position nouvelle de l'Union européenne et notamment de l'un des deux pays, l'un des 6 pays fondateurs et d'un des deuxième pays au point de vue importance au sein de l'Union européenne. Sur ce, le journaliste me rappelle et je donne l'interview et je dis, et je fais très attention dans l'information, et je dis, François Hollande a certes parlé de négociation, mais le mot négociation, comme je vous l'ai dit, l'a dit autrement, et il n'y a aucune négociation à attendre de la part de l'Union européenne pour la refonte du traité, parce que ça poserait la question de la refonte du traité de 1957, des traités de Rome. Je dis ça. Il me dit merci, il enregistre. Le lendemain matin, j'ai eu quand même la curiosité d'écouter ce que j'avais dit. Alors, il n'a pas réussi totalement, mais il n'a pas mal réussi son coup. Il a coupé, où il dit, der Professor Casasius spricht auch, ne bestätigt auch, dass François Hollande von Négociation gesprochen hat. Alors, c'est vrai que je le dis, mais c'était chacun qui comprenait, et vous voyez à peu près comment on agit. C'est-à-dire qu'on commence à faire un peu, je ne sais pas moi, de la déformation de l'information. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Parce que quand, devant vous, là, j'ai aucun problème, mais lorsque je parle avec d'autres compatriotes, souvent j'entends la phrase « tu vas bien voir, de toute façon, Bruxelles, par rapport à la Suisse, ils vont céder et on va avoir droit à la mise en œuvre de l'initiative. » Et depuis ce jour-là, il y a un argument intéressant qui rentre en ligne de compte. C'est l'Angleterre. Alors là, je vais peut-être vous choquer. Mais faisons très attention par rapport à cette décalcomonie, à cette façon de décalquer la politique européenne-suisse de celle de la Grande-Bretagne. Et je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'en tuer, ou en l'occurrence, ce sera divulgué le contenu d'un article qui va être publié d'ici 2 ou 3 mois. Mais il y a en Suisse une sorte de, comment dirais-je, d'adoration du discours de Churchill du 19 septembre 1946. Alors là, je tiens un discours qui va peut-être vous choquer. Et tout le monde dit que c'est le discours fondateur de la Constitution européenne. Ce n'est pas totalement faux, évidemment, en 1946. Ce qui n'est pas totalement faux non plus, c'est que c'était un grand discours qui a été tenu par une grande personnalité de l'époque, un des grands vainqueurs de la guerre. J'ouvre une parenthèse, c'est pas lui qui a inventé les États-Unis d'Europe. Allez voir Victor Hugo, un siècle plus tôt, il avait, en 1809,
1889, il l'avait déjà proposé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce discours-là. Ce discours, c'est quand vous le lisez. Le discours de Churchill, c'est de dire il faut que l'Europe se fasse, et l'Europe doit se faire par la réunion de la France et de l'Allemagne. Tout le monde parle de cette vision du couple franco-allemand chez Churchill de 1846, et donc il y aura cette Europe-là, continentale, qui va être un espace de paix. Totalement juste. Mais quand vous lisez encore plus loin, c'est de dire, nous, Anglais, nous, on ne va pas s'occuper de ça. Nous, on restera à l'extérieur. Nous, Britanniques et Américains, nous avons gagné la guerre, nous laissons aux perdants, à tous les perdants, le soin de conduire l'Europe. Ça faisait d'ailleurs très plaisir à De Gaulle, qui adorait Churchill, et Churchill adorait De Gaulle comme chacun le sait. Parce que De Gaulle avait perdu la guerre. Mais oui, Churchill avait raison, parce que Churchill pensait que la France et l'Allemagne et ses perdants n'allaient jamais réussir, et que le grand pôle sera un pôle anglo-saxon des États-Unis de la Grande-Bretagne. En 1946, c'était tout à fait normal. Et toute la politique de la Grande-Bretagne a été de poursuivre ce schéma. Manque de chance, à partir des années 60, ça ne marche plus du tout. Et souvenons-nous que la Grande-Bretagne considérait que les traités d'Europe étaient des morts-nés. Petite erreur de pronostic. Alors ils ont créé l'ALE, très bien, la Suisse tout de suite a dit bravo, alors là il n'y avait plus de neutralité, là on était tout à fait d'accord, on considérait que c'était parfait, on ne rentre pas dans l'Union Européenne, mais on rentre dans l'ALE, parce que ça évidemment, l'un ça va, l'autre ça ne marche pas. Manque de chance, l'Union Européenne, plutôt ce qu'on appelait le marché commun à l'époque, a pris les devants par rapport à l'ALE. Et toute la politique, si je raconte ça, si je mets au niveau historique, toute la politique suisse, c'est de suivre la Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui, on a droit à ce langage. Grâce à la Grande-Bretagne, la Suisse va enfin arriver de mettre en œuvre son initiative sur la limitation de l'immigration de masse. Alors, j'ai extrêmement suivi la semaine dernière les négociations, résultat avec lequel je suis, à titre personnel, pas très heureux, mais malgré tout. Mais je mets au défi n'importe quel juriste, politicien, journaliste helvétique de me trouver dans le projet de compromis signé entre Donald Tusk et David Cameron la moindre phrase pour la limitation en chiffres de l'immigration européenne en Grande-Bretagne. Alors on me dit, oui, c'est une clause de sauvegarde. Je mets au défi les mêmes personnes de trouver dans ce texte le mot clause de sauvegarde. Il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas de prise en charge, 4 ans, des charges sociales. Ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que le pays le plus touché, ça va être la Pologne. Et ça ne concerne pas la Suisse. Mais ce qu'accorde l'Union européenne à la Grande-Bretagne, ça ne veut pas dire qu'il y aura un automatisme par rapport à la Suisse. Ce que vous accordez à un membre de votre club, vous ne l'accordez pas automatiquement à quelqu'un qui se situe hors du club. C'est-à-dire que là, aussi stratégiquement, il y a une autre donne, que la Suisse ne prend pas totalement compte. Je dirais même plus loin que la Suisse exagère. Alors, et puis, bien malin aujourd'hui, celles et ceux qui peuvent donner le résultat d'un éventuel référendum britannique. Je ne sais pas. Je vous dis simplement que si c'est un non, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne, c'est vrai, mais que peut-être l'Écosse en tirera des conclusions et demandera son indépendance. Avec, là, des chances sérieuses de réussir, parce qu'ils demanderont le maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. Donc nous sommes aujourd'hui, du côté suisse, dans une situation stratégique extrêmement compliquée. Et je vais même un peu plus loin. Le problème, et là, en parlant à certains interlocuteurs, c'est que nous avons un personnel politique, en majorité, je dis bien le personnel politique, je n'ai pas le mot classe politique, parce que le mot classe politique est, à mon avis, négatif, qui se rend très bien compte de l'inefficacité, de l'impossibilité de mettre en œuvre cette initiative de masse. Et surtout, nous avons en Suisse, et c'est un avantage énorme, un excellent, je dis bien un excellent personnel diplomatique, qui sont des gens extrêmement bien formés, qui ont souvent été
présents dans des négociations extrêmement compliquées, qui connaissent très bien le jeu, et qui, en off, nous disent c'est pas plaidable. Nous, on ne sait pas comment négocier ce truc-là. C'est-à-dire que nous sommes là dans une situation un peu compliquée, nous avons un vote, mais les personnels politiques et diplomatiques qui doivent négocier se trouvent, eux, pris au piège, ils ne savent pas quelle est la marge de manœuvre. Et ce qu'il faudrait faire un peu attention, alors là, c'est pas simplement en Suisse, c'est très souvent dans l'Union européenne, c'est que quand vous négociez avec l'Union européenne, il ne faut pas tomber dans le piège de dire que ce qui est bon pour mon pays l'est obligatoirement pour le reste de l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les plans qui ont été échafaudés actuellement jusqu'à ce plan de la clause de sauvegarde, ce sont des plans helvético-suisses. Et lorsqu'on est allé dernièrement avec l'idée de la clause de sauvegarde, d'après les renseignements que j'ai eus, l'Union européenne a répondu quelle est la différence entre un contingentement et une clause de sauvegarde. Alors il y a eu des explications, mais on dit mais alors est-ce que vous voulez oui ou non limiter le nombre de personnes venant en Suisse? Alors la réponse a été, si j'ai bien compris, non, nous ne voulons pas de contingentement, mais nous voulons limiter par rapport à la clause de sauvegarde. Alors je suis désolé, où est la différence? Je ne la connais pas. Je crois savoir qu'il y en a d'autres qui n'ont pas compris non plus, comme moi, mais ça pose un peu. Alors maintenant, quelle stratégie pour ça? Et là, c'est extrêmement compliqué. Si j'avais la solution, j'en serais très heureux, mais je ne l'ai pas. Rapidement, j'ai considéré qu'un nouveau vote me semblait être la meilleure des solutions. Parce que cette initiative de masse a été extrêmement intelligemment conçue par ses auteurs. Parce qu'on n'a pas dit qu'on va créer un conflit avec l'Union européenne, on a joué sur un phénomène qui est un phénomène européen, celui de la xénophobie. Et on a volontairement laissé de côté le volet politique et le volet diplomatique. Et l'erreur, et je fais partie des gens qui ont commis cette erreur, c'est de ne pas avoir insisté en amont de l'initiative sur les aspects politiques. Il a fallu que les étudiants soient les principales victimes. Surtout que les étudiants, en l'occurrence, on n'en pouvaient pas grand-chose. Mais ça a été un révélateur. Je pensais, et j'ai tout de suite pensé, qu'un nouveau vote est la meilleure des solutions. Notre problème, il va plus loin. Qu'est-ce qu'on veut garder? Est-ce qu'on veut garder les bilatérales? Et là, je touche quelque chose qui est profondément sensible en fait. Parce que, revenons un peu en arrière. À partir de 2012-2013, l'Union européenne a dit à la Suisse, les bilatérales sous la forme actuelle, c'est fini. Et il y a eu des négociations entre le secrétaire d'État Rossier et O'Sullivan qui ont mis un projet que j'ai un peu critiqué et envers lequel je reste critique pour une raison très simple, c'est que c'était un programme purement juridique avec la question des juges étrangers et la reprise du droit automatique. Et moi je considère, et ça c'est une spécialité entre guillemets helvétique du débat européen, que si on fait trop de droit, si le débat devient trop juridique, c'est très facile de perdre ce débat parce que le citoyen lambda n'y comprend rien. Déjà, l'Europe, c'est extrêmement compliqué, mais si vous faites une notation sur la reprise du droit automatique par rapport à la Cour européenne de justice, c'est pas avec ça que vous allez mobiliser les personnes. Donc, il faut trouver un moyen de parler à l'électorat. Mais le plan était relativement acceptable des deux côtés. Évidemment, depuis le 9 février 2014, le projet Rossier-O'Sullivan est mort. Je ne veux pas dire qu'il est mort complètement, mais disons qu'il est en hibernation. Mais souvenons-nous toujours, et je reviens à ce que je disais, que l'Union européenne avait clairement signifié à la Suisse la voie bilatérale telle qu'on l'a conçue depuis, grosso modo, 12-13, une douzaine d'années, ne peut pas être poursuivie. Alors aujourd'hui, après cette initiative, la voie bilatérale redevient à la mode pour sauver encore ce qui est à sauver. Alors l'Union européenne serait peut-être prête
à garder la voie bilatérale pour encore un certain temps, pour sauver les pro-européens suisses par rapport à la votation du 9 février. C'est-à-dire que la votation du 9 février est un grand pas en arrière, un énorme pas en arrière. Mais l'Union européenne, pendant ce temps-là, elle avance aussi, malgré ses difficultés. Alors, chaque fois que la Suisse va négocier, elle vient avec une nouvelle idée. Mais cette nouvelle idée est quasiment la copie de l'ancienne. Alors, je ne vais pas citer obligatoirement les gens de mon entourage, je peux le faire, étant donné que c'est aussi public. Mon assistante Margot Schuder a eu l'idée pour son travail, parce qu'elle a vécu 6 mois à Bruxelles, un peu plus, de faire un travail sur comment Bruxelles analyse la Suisse. Parce que nous, on pense toujours comment nous, on analyse Bruxelles. Vous savez, c'est comme dans une relation amoureuse. On pense toujours comment nous, on est amoureux par rapport à l'autre, quand on oublie qu'on peut-dire que l'autre peut être aussi amoureux de vous, ou pas amoureux, ça dépend. Mais si à un moment donné, il y en a un plus, il y a un moins, ben, ça ne marche pas. Et elle a établi une thèse, pas mal, elle aurait pu aller un peu plus loin, qui est celle du silence. De considérer très simplement que Bruxelles dit la Suisse, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Donc, nous, on ne fait rien. Et je mets au défi n'importe qui d'entre vous, de me trouver une proposition européenne par rapport au conflit né le 9 février 2014. Il n'y en a pas. Et ça énerve terriblement Berne, parce que si Bruxelles proposait quelque chose, ça serait la base d'une négociation. Mais la stratégie du silence, pour reprendre la formule de Margot Schuder, est de dire ce n'est pas notre problème, nous on reste silencieux, c'est à la Suisse de venir nous faire des propositions. Et si ces propositions ne correspondent pas au cadre que nous avons fixé et qui a été défini depuis 1998, là, ça ne marche pas. Et donc, si vous voulez, là, on est dans un débat stratégique extrêmement neuf, c'est-à-dire que la Suisse se heurte au silence. Et vous savez que le silence en politique, je ne suis pas un spécialiste du silence, peut être une arme extraordinaire. Et là, il y a une difficulté. Alors, je ne voudrais pas qu'à 1 an de la date fatidique des 3 ans, on reste silencieux. Et l'initiative prise par certains collègues de RASA me semble être une bonne initiative. Mais attention, quand je dis que c'est une bonne initiative, RASA, ça peut aussi être un échec. Et si on perd, alors là, où est-ce qu'on tombe? C'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu réfléchir à des scénarios aujourd'hui. Quels sont les scénarios possibles? Et ce qui est intéressant, c'est que RASA met l'accent sur 2 points. Le premier point, c'est que nous retirons RASA si nous avons trouvé une solution. Mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Et le deuxième point, c'est pour sauver les bilatérales. Mais sauver les bilatérales, c'est l'intérêt suisse, ce n'est pas obligatoirement l'intérêt européen. Ça, il ne faut pas l'oublier. La Suisse, pour l'Europe, ce n'est pas rester au statu quo des bilatérales. Donc, quelle est la stratégie aujourd'hui du gouvernement fédéral? Difficile, extrêmement difficile. Surtout qu'à 2 exceptions près maintenant, l'ensemble des conseillers fédéraux ne sont pas du tout persuadés de la justesse de cette initiative du 9 février. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il est important, clairement, de mettre fin à cette situation qui paralyse clairement le débat européen en France. On ne peut pas continuer ad vitam à faire en sorte que nous soyons les victimes du 9 février 2014. Et, on le veuille ou non, il y aura des évolutions importantes dans l'Union européenne, clair et net. On ne sait pas exactement où ça va, il y a une crise de l'Union européenne. Cette crise profite aujourd'hui de la Suisse, ça c'est clair. Mais l'Union européenne, vous savez, les crises, c'est souvent salutaire. J'écoutais l'autre jour un reportage qui disait Cameron remémore
Margaret Thatcher, et qui avait obtenu son chèque britannique en 1984 à Fontainebleau. Oui, tout exact. C'est tout à fait exact. Margaret Thatcher a obtenu le remboursement du chèque britannique à Fontainebleau en 1984. Mais ce qu'on ne dit pas, parce que quand on a dit I want my money back, ce qu'on n'a pas dit, c'est l'autre formule, pas l'autre formule parce qu'on ne disait pas, c'est que Mitterrand et Kohl notamment ont dit à Thatcher, you want your money back, you can have your money back, but now shut up. Parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'Union européenne, c'était encore la Communauté européenne, a extrêmement avancé avec le livre blanc de Delors, avec l'acte unique européen, avec Schengen, etc. Parce que la Grande-Bretagne avait obtenu ce qu'elle voulait, mais elle ne pouvait plus en obtenir plus. Et donc, il se pourrait aussi, c'est un peu ma stratégie, que la crise britannique réglée, ben peut-être que certains pays au moins peuvent avancer. Mais la Suisse, elle est où? Quels sont ses pouvoirs de négociation? Quelles sont ses marges de manœuvre? Vous voyez, je n'ai pas la solution, et je ne l'aurai pas, et je ne pense pas qu'on puisse l'avoir. La seule chose, c'est que, personnellement, je pense qu'un nouveau vote serait une bonne solution, même au risque de le perdre. Parce que si on l'a perdu, mais si on l'a perdu, on a perdu, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'une certaine heure de vérité est arrivée à dire clairement quels sont les enjeux. Parce qu'on fait toujours comme si on trouverait une solution, le fameux pragmatisme suisse. À un moment donné, le pragmatisme suisse, il peut se heurter aussi au silence européen. Et ce silence européen pèse énormément. Et la meilleure des stratégies, c'est de crever un peu cet abcès du 9 février 2014. Si la Suisse veut jouer franc jeu solitaire, elle est totalement en droit, c'est sa souveraineté. Mais la souveraineté, et ça c'est extraordinaire, la Suisse est souveraine, oui, mais l'Union européenne est aussi dans le cadre de ses prérogatives. Et la Suisse, si la Suisse attaque l'Union européenne de ne pas respecter sa souveraineté, que la Suisse n'oublie pas que l'Union européenne peut aussi attaquer la Suisse de ne pas respecter sa souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté de l'Union européenne. C'est toujours un jeu à deux. Voilà ce que je pense actuellement de la situation. Elle n'est pas rose, elle n'est pas bonne, elle n'est pas profitable obligatoirement. Mais la Suisse a eu souvent, c'est une expression que j'aime bien prendre, a eu des rendez-vous ratés avec l'Europe. Combien de rendez-vous ratés avec cette Suisse et l'Europe? Combien de rendez-vous ratés la Suisse qui faisait à un moment donné figure de modèle pour l'Europe a eu avec la construction européenne? Et j'ai l'impression que c'est notre spécialité d'avoir des rendez-vous ratés avec l'Europe. Et si je reprends l'image du couple, vous savez, quand un des couples a trop de rendez-vous ratés avec ou l'un de son partenaire, à un moment donné, c'est le divorce. Parce que le risque du divorce existe. Il existe clairement. Alors je ne sais pas avec qui divorcer. Est-ce que ce sera l'ensemble de l'Union européenne ou un groupe de pays? Mais c'est le groupe de pays, et là peut-être essayons de réfléchir un tout petit peu, qui aujourd'hui constitue, qu'on le veuille ou non, encore l'ossature de l'Union européenne. C'est pas Malte, c'est pas Chypre, c'est pas la Lettonie, c'est pas la Slovaquie. Qu'on le veuille ou non, les pays qui font fonctionner encore l'Europe, et regardez tout simplement le mécanisme européen et les subventions, sur le MES notamment, c'est l'Allemagne, la France et l'Italie. Moi, je regarde la carte. Si je suis bien informé, la Suisse a des frontières communes avec l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc, est-ce qu'on veut se mettre à dos ces trois pays? Ce n'est pas une question inintéressante. Et je pense que peut-être il y a une chance de trouver un règlement, mais pas du tout dans le sens de l'initiative. C'est qu'en discutant avec ces trois partenaires, clairement, parce qu'il y avait d'autres, mais notamment avec ces trois partenaires, nous pouvons ébaucher des solutions, mais dans le cadre des traités existants. C'est-à-dire que peut-être, pour certaines raisons qu'il faut bien prendre en compte,
On peut trouver peut-être certaines dérogations bien particulières. Mais quand on me dit l'article 2 ou l'article 14, je crois, des bilatérales, qui est de dire oui, quand un des pays, un des deux partenaires se sent économiquement faible, il demande la suspension des bilatérales. Imaginez-vous M. Schlager-Raman rencontrant Mme Merkel, ça va encore, M. Renzi, ça va moins en moins, François Hollande, ça ne va pas du tout, en disant vous savez, nous, la Suisse, on a un problème économique terrible, on a un taux de chômage de 4%. Bon, si Hollande, Renzi et Merkel sont sympas, ils vont lui dire cher Schlager-Raman, on va aller boire une bière ou un verre de vin. S'ils sont moins sympas, il lui dit prenez le premier train pour Berne et vous allez voir ce que signifie la réponse. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la solution, j'ai le regret de vous dire, mais prenons peut-être le risque d'un nouveau vote, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, sachant que là, il faudra faire une campagne pour expliquer clairement et pour ne pas vivre dans le pseudo-mensonge ou dans les contre-vérités. Sinon, une autre solution, c'est de négocier peut-être des solutions très intermédiaires, mais toujours dans le cadre des traités existants et des traités ratifiés par la Suisse. Ce sont des traités qu'il faut fonder. Si vous vous attendiez à ce que je vous dise, le professeur Casasus de l'Université de Fribourg a la solution miracle, ben, tant pis, je ne suis pas l'Obélix ou l'Astérix qui est tombé dans la potion magique. Dans ces Obélix n'est jamais tombé. Je n'ai pas la solution magique, je n'ai pas la solution toute trouvée. Par contre, il y a une démarche d'explication, il y a une démarche de citoyenneté, et puis il y a peut-être aussi une chose importante, c'est que l'on commence un peu à comprendre l'autre. Parce que le processus culturel de l'Union européenne, c'est très important, c'est aussi la compréhension de l'autre. Imaginez-vous que quand même, il y a 25 ans de cela, et je regarde Jean-Baptiste Beck, mais qui pensait que tout à coup l'Europe allait avoir 28 membres? On est parti à 6. Hein. Et faites un petit calcul. 6 en 1951 ou 57, 9 en 73, 10 en 81, 12 en 86. Vous avez déjà quasiment 30 ans. 12 multiplié par 2, ça fait 24. Sauf que nous sommes 28 aujourd'hui. C'est-à-dire que le nombre de pays qui ont adhéré depuis les 30 dernières années est supérieur au nombre de pays qui ont adhéré dans les 30 premières années de la construction européenne. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Donc ça montre très bien qu'il y a un processus. Et puis il y a la Suisse. Je vous laisse à son désespoir et à la nôtre. Merci beaucoup.